C'est la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, un peu particulier aujourd'hui bien sûr, avec C-Duplex en direct, voilà, via Mirabel à Metz, et Anne-Sophie Pierson qui nous retrouve dans un instant, qui interviewera également Éric Bocquet, le sénateur communiste du Nord, qui est avec nous, et puis via Occitanie à Perpignan, c'est Olivier Roiran. Vous les voyez sur cet écran, ils sont nos partenaires ce matin, et on commence par cette actualité parlementaire et politique avec vous, Saveria. Bonjour à tous. La fin du grand débat, dernière ligne droite cette semaine avec des conférences thématiques nationales. Que faut-il attendre maintenant du grand débat? Comment sortir de cette concertation inédite? C'est toute la question alors que la plateforme recueillant les doléances fermera demain. Le retour de la loi Pacte avec au cœur des discussions les privatisations de certaines entreprises publiques, dont Aéroports de Paris. Le Sénat avait rejeté cette privatisation. La classe politique est divisée. Beaucoup regrettent que l'État se prive de la manne financière que sont les dividendes. Et puis les 19e rencontres de l'apprentissage au Sénat, c'est aujourd'hui le thème, l'apprentissage, les nouveaux enjeux de la formation. Des dizaines de jeunes seront accueillis par des professionnels autour de Gérard Larcher. Et pour discuter de tous ces sujets, il va nous accompagner tout au long de cette émission. C'était Éric Bocquet, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste du Nord, membre de la commission des finances du Sénat. Avant de développer le reste de l'actualité, j'aimerais vous entendre sur le Brexit, puisque vous faites partie du groupe qui a travaillé ici au Sénat sur les conséquences du Brexit. Hier, les députés britanniques ont de nouveau rejeté catégoriquement une sortie sans accord. Quelle piste désormais est la plus plausible? Est-ce que c'est un nouveau vote, un nouveau référendum, ou bien effectivement une sortie sans accord? Je crois que plusieurs options restent à l'ordre du jour aujourd'hui, à l'heure qu'il est, puisqu'avec le vote intervenu hier soir rejetant l'idée de sans accord, avant-hier l'accord soutenu, présenté par Mme May, également rejeté. Demain, donc, ils auront à voter, les députés britanniques auront à voter sur l'idée d'une prolongation du dispositif. Il y a plusieurs options. Pourquoi pas un second référendum? Pourquoi pas des élections anticipées? J'ai du mal à le dire. Vous savez, on a rencontré plein de gens, y compris des parlementaires britanniques, qui eux-mêmes, à l'intérieur de la machine, ont du mal à savoir vers quoi nous allons. Et je pense que c'est une situation extrêmement complexe. C'est presque une impasse. Peut-être des élections anticipées au niveau des députés britanniques. Pourquoi pas? C'est possible. Beaucoup de choses restent ouvertes à l'heure qu'il est. Éric Bocquet, vous êtes élu du Nord. Le Brexit aura des conséquences directes pour les entreprises de votre région. On imagine bien sûr tous les acteurs locaux plutôt inquiets. Oui, il y a de l'inquiétude. D'ailleurs, on avait une réunion avec une audition du ministre Darmanin il y a quelques semaines dans le cadre de ses travaux du groupe suivi et qui s'étonnait que les entreprises françaises avaient un peu sous-estimé l'éventualité effectivement un retrait du Royaume-Uni et n'avaient pas anticipé. Donc il y a de l'inquiétude aujourd'hui face à cette échéance qui approche. On est à 15 jours pratiquement de la sortie effective. Ça risque de poser des problèmes au niveau économique. Effectivement, on est un partenaire proche, la France et notre région particulièrement. On est voisins et on a des contacts étroit avec le monde économique britannique. Dans le reste de l'actualité, un tout autre sujet, les Territoires Unis proposent un choc de décentralisation. C'est le sens de l'appel des maires, des départements et des régions, François Baroin, Dominique Bussereau et Hervé Morin. Ils proposent de remettre à plat les relations entre l'État et les collectivités. Explication Antoine Perrin. Ils se qualifient comme des lanceurs d'alerte. François Baroin, Hervé Morin et Dominique Bussereau drapés dans leur rôle de défenseurs des collectivités territoriales. Alors que le grand débat touche à sa fin, les trois hommes exhortent le gouvernement à donner plus de responsabilités aux territoires et surtout plus de reconnaissance aux maires des communes. La France, ça ne peut pas être Paris et 6 métropoles. Et si les maires sont revenus au premier plan, ce qui a bien aidé le président de la République, et tant mieux, et moi je m'en félicite, c'est bien parce qu'il ne reste que la commune, que le coin de la rue. Pour parler à l'immense majorité des Français, il ne faut jamais oublier, vous avez plus d'un Français sur deux qui vit dans des communes de moins de 10 000 habitants et que vous avez près de 40% de la population qui vit dans des communes de moins de 2 500 habitants. C'est pourquoi les trois élus réclament l'inscription du rôle de la commune dans la Constitution. En tout, ils ont décliné 5 grandes propositions ce matin, notamment pour plus d'autonomie financière. On est resté au milieu du gué. On a créé une multitude de doublons entre des bouts de services de l'État et des compétences qui ont été transférées au territoire. C'est facteur d'inefficacité, de lenteur et c'est facteur de coût. Autre objectif de ces propositions, mettre en avant l'efficacité de l'échelon local. Pour Dominique Bussereau, les collectivités territoriales sont plus proches des gens et dans bien des situations plus efficaces que l'État. Les routes aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de routes nationales. Mais quand vous avez une crise en Île-de-France parce qu'il y a un petit moment de neige, c'est la seule route qui reste encore à l'État.
qui ne fonctionne pas. Ça s'appelle la N118. Et il y a eu, pendant cette période, aucun problème sur le réseau géré par les collectivités locales. La gestion par les collectivités, c'est moins d'argent, moins de fonctionnaires et plus de qualité de vie pour nos concitoyens. En déclarant cet acte 3 de la décentralisation, les 3 élus espèrent convaincre Emmanuel Macron de donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Éric Bocquet, un acte 3 de la décentralisation avec notamment une autonomie financière et fiscale des collectivités, vous y seriez favorable ? C'est ce que nous portons depuis des dizaines d'années, mais bon, j'entends M. Bussereau, M. Morin et M. Barouin avoir ce discours que je ne peux qu'applaudir aujourd'hui. Mais j'aurais vraiment aimé qu'ils aient le même discours quand ils étaient aux affaires. Ils ont fait partie de gouvernements qui ont eux aussi porté cette nouvelle image de la République, avec de grandes métropoles, avec des départements qu'on mettait en question, dont on mettait en question l'utilité, des communes qu'on culpabilisait comme grosses dépensières. Le discours a complètement changé, je m'en félicite, mais il aurait fallu qu'ils aient le même discours et les mêmes actes quand ils étaient aux affaires il y a encore quelques années. Donc voilà, oui, je crois effectivement qu'il faut que cette République soit respectée. Et d'ailleurs, le président de la République a semblé découvrir ou redécouvrir l'utilité des maires pour organiser les grands débats, là, qui a eu un certain succès, il faut le reconnaître. Mais les maires, à 80% dans ma région, ont été ceux qui ont organisé et permis la tenue de ces débats. Bien sûr. Il propose également une nouvelle répartition des compétences concernant notamment certaines politiques de proximité, par exemple le logement. Ça, c'est important aussi. C'est un des domaines sur lesquels cela peut fonctionner, cette nouvelle décentralisation. La compétence, oui, mais avec les moyens de répondre effectivement au sujet. Vous évoquez la question du logement qui est centrale et on voit que la crise ne fait que s'aggraver après les réformes successives et notamment les derniers choix du gouvernement ont mis en grande difficulté les bailleurs sociaux. L'investissement en matière de logement diminue, la crise va s'aggraver. Oui, donc dans la proximité, c'est une bonne idée, mais avec les moyens financiers conséquents pour répondre aux nombreuses demandes non satisfaites aujourd'hui. Éric Bocquet, l'autre grand sujet dans l'actualité, c'est le grand débat, ou plutôt la sortie du grand débat. Il se termine, on le sait officiellement, demain. Depuis le début de la semaine, les corps intermédiaires ont participé à des conférences thématiques. Comment se déroule cette nouvelle phase de concertation? C'est un reportage de Marie Brémaud. Ambiance studieuse pour cet après-midi de travail autour de l'organisation de l'État et des services publics. Dernière occasion pour les corps intermédiaires d'émettre des propositions dans le cadre du grand débat. 2 jours de conférences thématiques qui signent le retour des élus, associations, syndicats, longtemps malmenés par l'exécutif. Oui, les corps intermédiaires sont légitimes parce qu'ils sont représentatifs et que ce sont ces paroles multiples, celles du monde du travail, celles des élus, celles des différents acteurs, celles des citoyens, qui permettent de faire société. Un besoin de reconnaissance, mais pas question pour autant d'exiger un traitement particulier dans le cadre du grand débat. On n'est pas des super contributeurs, mais les corps intermédiaires que je représente, enfin dont je fais partie, nous faisons partie, sont des gens qui ne défendent pas leur intérêt particulier, mais défendent l'intérêt collectif. Une parole qui vient s'additionner à celle exprimée par les citoyens eux-mêmes lors des réunions locales. Et entre les citoyens et les corps intermédiaires, il y aurait même une certaine déconnexion. C'est ce qu'ont exprimé certains garants nationaux lors d'un point presse. Des garants nationaux qui commencent clairement à émettre des critiques envers les interférences de l'exécutif notamment. Que cela pouvait avoir un impact, celui d'introduire un doute chez les citoyens et les citoyennes qui auraient envie de rentrer dans ce processus du grand débat national en disant, au fond, ce processus du grand débat national n'est pas suffisamment neutre. Une méfiance qui explique peut-être la difficulté à recruter des citoyens tirés au sort pour les conférences régionales, l'ultime volet de ce grand débat. On vient d'entendre Pascal Perrineau, un des garants de ce grand débat, qui dit que ce grand débat n'est pas suffisamment neutre. Vous êtes d'accord ? Oui, je partage effectivement, mais depuis le début, on voit que ce débat, d'abord ce débat n'était pas prévu. Il a été imposé par la situation politique créée par le mouvement des Gilets jaunes. Il est indéniablement un succès, on voit les Français y ont grandement participé, vous le disiez vous-même à l'instant, les maires ont beaucoup organisé de réunions. 1 million de contributions effectivement, des centaines de milliers de gens sont intervenus ici et là. Oui, c'est un succès, ça veut dire qu'il y a besoin d'une parole et d'une écoute, mais après de réponses. Et là, je pense que le président Macron est en train de s'interroger pour savoir comment il va atterrir. On commence à entendre des discours... Voilà, justement, comment vous voyez cette sortie? Comment on sort définitivement de la crise des Gilets jaunes? Comment on sort du grand débat? Est-ce qu'on en sort? Il faut une traduction législative, il faut des projets de loi, est-ce qu'il faut un référendum, il faut un changement de gouvernement, est-ce qu'il faut de nouvelles élections? Qu'est-ce que vous voyez? Il ne faudra pas l'artifice, il faudra des réponses sonnantes et trébuchantes. Les revendications sont connues depuis le mois de novembre, elles ont été réexprimées dans ces débats. Justice fiscale, justice sociale,
fiscale, souci d'accès à la santé dans la proximité, rétablissement de l'ISF, qu'on le veuille ou non, ça vient fort, combattre l'évasion fiscale, je partage complètement cette préoccupation, et puis le souci d'être respecté. Dans les débats sont venus aussi des rappels du référendum de 2005 où les Français avaient dit non au traité européen qui leur a été imposé quand même. Donc parler très bien, être écouté très bien, mais après il faut des réponses très concrètes de la part du président, sinon il y aura un double effet qui se coule qui risque de faire beaucoup de dégâts. Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Vous savez que nous sommes en édition spéciale de cette émission à l'occasion de cette sortie du grand débat, ça le disait. Nous allons retrouver donc des partenaires de notre émission qui sont en région, dans les territoires. On commence par une région proche de la vôtre, le Grand Est. C'est via Mirabel à Metz et c'est Anne-Sophie Pierson qui a une question à vous poser, Éric Bocquet. On l'écoute. Éric Bocquet, bonjour. Vous venez vous-même de le rappeler. On a pu le constater que dans ce grand débat national, la principale préoccupation des participants était la fiscalité. Alors avec bien sûr des revendications diverses comme un impôt plus juste, que tous les Français puissent payer l'impôt mais à hauteur de leurs moyens. Certains réclament également le rétablissement de l'ISF. Et puis tous sont unanimes, ils ne veulent pas de nouvel impôt. Alors certains rajoutaient également la semaine dernière à propos de la taxe GAFA que c'était une mascarade, cette taxe qui prévoit de taxer justement les entreprises du numérique à hauteur de 500 millions d'euros, en disant il faut taxer davantage ces entreprises, sinon ce n'est qu'une goutte d'eau. Éric Bocquet, justement, est-ce que pour vous aujourd'hui en France, la politique fiscale est injuste? Elle l'est tout à fait. Il y avait 14 tranches d'imposition dans les années 80, je suis en 86 je crois. On en est rendu aujourd'hui à 5. Le taux maximal est à 45%. Moi, je me souviens que dans les années 30 aux États-Unis, Roosevelt avait institué une tranche d'impôt à 92% qui a fait hurler les possédants, les multinationales, les banques, mais qui a permis aux États-Unis de sortir de la crise dans laquelle ils se trouvaient, comme l'ensemble du monde dans les années 30, vous vous souvenez de ça, après le krach de 29. Voilà, donc il faut un impôt juste, progressif, davantage de tranches, effectivement, beaucoup mieux réparti, et faire aussi en sorte que personne n'échappe à l'impôt. On a parlé d'évasion fiscale. Malheureusement, les chiffres sont là. 80, 100 milliards d'euros chaque année qui manquent au budget de la République. Et ça, d'abord, ça a des conséquences budgétaires fortes. Notre budget est en déficit de 80 milliards chaque année. Et ça fragilise ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, c'est accepter de payer des impôts parce qu'en retour, on a des services publics, on a l'accès à la santé, à l'éducation, au logement. Voilà, qu'on vit dans un monde civilisé. Voilà, c'est pas de monde civilisé sans impôt, mais un impôt juste, progressif, équitable et auquel personne n'échappe. Voilà les conditions sine qua non d'un système fiscal juste. Merci en tout cas via Mirabel à Metz, Anne-Sophie Pierson pour cette question posée à Éric Bocquet. Pour rester sur les questions fiscales, En Marche propose, ou en tout cas évoque l'idée d'augmenter l'IFIS qui a remplacé l'ISF, l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que vous y seriez favorable? Écoutez, c'est une petite inflexion du gouvernement puisqu'ils se sont précipités pour supprimer l'ISF qu'apparemment faisait beaucoup souffrir les 358 000 foyers fiscaux qui étaient assujettis. Là, on semble se rendre compte qu'effectivement, c'était une erreur politique, parce que dans le même temps, on a augmenté la CSG pour les millions de retraités concernés. Et donc, c'est une bonne chose d'augmenter l'IFI? Rétablissons l'ISF, arrêtons de bricoler pour solliciter le patrimoine, les Macron revenus. a été très clair sur le rétablissement de l'ISF. Oui, mais il y a des millions de gens qui disent le contraire, donc c'est là, on l'attend au rendez-vous, quoi. Quelle réponse apportera-t-il? Éric Bocquet, vous avez rendez-vous tout à l'heure à Bercy avec Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Vous proposez de prendre la tête de l'Observatoire de la fraude fiscale. Vous êtes candidat, il n'y a pas de candidat depuis septembre. Cet observatoire doit être mis en place. Donc vous candidatez, est-ce que ça va se faire? Aucune idée. J'ai rendez-vous, comme vous l'avez dit, cet après-midi à 15h30 à Bercy avec M. Darmanin, qui a réagi positivement par tweet à 21h un lundi soir à la proposition que j'ai faite. J'ai effectivement posé ma candidature, puisque je découvre avec effarement que l'Observatoire dont on annonce la création en septembre 2018 n'est toujours pas créé à l'heure qu'il est, alors qu'il y a une urgence, à cause du fait qu'il n'y a pas de président pour présider cette instance qui m'étonne beaucoup. Un communiste nommé par Emmanuel Macron pour lutter contre la fraude fiscale, c'est très disruptif. Oui, mais c'est peut-être le nouveau monde. Si les jeux sont clairs, si les bases sont claires, moi je vais rencontrer M. Darmanin après-midi pour lui poser toute une série de questions et déposer mon cahier des charges et la vision que j'aurai de cet observatoire qui n'est pas encore créé. Éric Bocquet, c'est le principe de cette émission à l'occasion de cette sortie du grand débat. On se rend dans les régions, dans les territoires. Nous avons été présents depuis le début chaque jeudi en duplex et en direct grâce à nos partenaires des télévisions locales et du réseau VIA. On se rend à Perpignan avec vous maintenant et vous savez que c'est Olivier Roiran qui nous attend là-bas. Olivier, vous avez une question à poser à Éric Bocquet. On vous écoute.
Oui, bonjour Éric Bocquet. J'ai une question sur un sujet que vous connaissez bien, la privatisation par l'État de grands équipements, la vente des bijoux de famille, comme on dit. Vous avez récemment proposé une loi pour renationaliser les autoroutes, un projet rejeté, mais l'État veut cette fois privatiser ADP, Aéroport de Paris, un type d'opération déjà vécu dans la douleur dans la capitale d'Occitanie. Le rachat de près de 50% du capital de l'aéroport de Toulouse en 2015 par une holding chinoise est un échec, selon la Cour des comptes. Une holding qui cherche même à revendre ses parts. Dernier épisode en date, c'était ce lundi, la justice a recommandé l'annulation de cette vente par l'État il y a 4 ans. Bref, craignez-vous que ce triste scénario d'échec vécu en Occitanie ne se reproduise à une échelle bien plus grande pour Aéroport de Paris? Absolument, absolument. L'aéroport de Paris fait partie de l'un des grands aéroports européens, appelé encore à se développer. Paris est une place attractive, la France est une place attractive, donc beaucoup de flux. Et effectivement, je ne comprends pas qu'on ne tire pas les leçons du passé. Vous évoquez tout à fait à bon escient l'aéroport de Toulouse, en rappelant les faits, ça a été un fiasco complet. Rappelons également la privatisation des autoroutes au début des années 2000, dont tout le monde convient pour dire que ça a été une erreur. Mais aujourd'hui, on nous dit que ça serait trop cher pour racheter les concessions. On parle de 50 milliards. Mais pourquoi pas emprunter un argent à des taux faibles et rembourser l'emprunt avec les péages qui continueront d'être payés par les usagers pour garder la maîtrise de ces outils. Ce sont des outils structurants dans l'économie. Donc c'est une décision idéologique et dogmatique de privatiser. Voilà, retirer l'État de la gestion des affaires du monde, c'est une vision libérale, ultralibérale de l'économie. On dit au revoir à Olivier Roiran à Perpignan, merci. On remercie également Jean Brun et Didier Bayeux à la tête du réseau Via TV qui nous permettent d'organiser ces duplex en direct des régions tout au long de ce grand débat national et de cette sortie aujourd'hui. Saveria. Pour poursuivre d'un mot sur ce sujet des privatisations, parce que c'est un sujet majeur, pourquoi, selon vous, l'État s'obstine, justement, malgré les mauvais exemples qu'ont été les privatisations Toulouse-Blagnac ou bien des autoroutes, vous l'évoquez? Je crois que c'est un choix idéologique. C'est un choix idéologique. Les libéraux et les ultralibéraux considèrent que ce n'est pas le rôle de l'État de gérer l'économie. L'État a une part, un rôle à jouer dans l'économie, un rôle de stratège, de vision globale. Et sur les gros... L'État a été un mauvais gestionnaire sur Aéroport de Paris, par exemple? Écoutez, l'aéroport de Paris fonctionne, dégage des dividendes, dégage des bénéfices. Où est le problème? Quand on a privatisé l'énergie, c'est pas parce que ça marchait pas. On a privatisé par choix économique, idéologique. C'est un dogme, ça. Le libéralisme, on considère que l'État doit se confiner aux fonctions régaliennes, sécurité, justice, diplomatie, défense, voilà. Le reste, laissez-nous faire. Le business s'occupe de tout et on va rendre le monde meilleur. Non, ça ne marche pas. Éric Bocquet, j'aimerais vous entendre avant de terminer sur un dernier sujet, la loi anti-casseurs. C'était l'actualité cette semaine au Sénat. Après un ultime vote, le Parlement a définitivement adopté cette loi anti-casseurs, interdiction administrative de manifester, fouille, délit de dissimulation du visage. C'est un texte controversé, liberticide pour ses opposants qui a été voté cette semaine. Certains de vos collègues ont notamment attaqué en séance Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qu'ils ont jugé particulièrement silencieux. On l'écoute. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous vous adresserez au Sénat d'ici la fin de la soirée ou de la nuit. Je voudrais savoir si, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous prendrez part au débat et pas seulement délégué à Madame la rapporteure. Parce qu'il y a un moment, il faut assumer sa politique. Donc je voudrais savoir si dans la soirée ou dans la nuit, à un moment, vous nous adresserez à nous, quel que soit le type des amendements, et que vous défendrez votre point de vue. Voilà, vous pouvez nous répondre, c'est propre à tout le monde ici, c'est de savoir si vous allez seulement déléguer, Monsieur le ministre, ou assumer. Bon, j'ai vu que dans votre parcours, c'est un peu un parcours caméléon du point de vue politique, mais on verra si vous assumez là. Ouais, si, mais moi je le pense. Moi je le pense et je l'assume et je le dis. Mais enfin, répondez à la question, est-ce que dans cette soirée ou cette nuit, on va vous entendre? Monsieur Salvador, Monsieur le ministre, vous voulez répondre? Si Monsieur le sénateur avait participé à la totalité de nos travaux et était venu cet après-midi, peut-être qu'il aurait eu le plaisir de m'entendre. Il a fait un choix différent que je respecte parfaitement. Monsieur le sénateur, je vous invite à minima, au-delà des désaccords qui peuvent nous opposer, à respecter la personne que je suis. Cette loi, Christophe Castaner? Il y a du trouble quand même.
Lors du vote à l'Assemblée, il faut quand même rappeler qu'il y a une cinquantaine de députés En Marche qui se sont abstenus. C'était la première fois, ça a quand même marqué. Il y a un certain malaise. Le ministre de l'Intérieur, il porte le texte. Hein. Il porte le texte, oui, c'est son texte, donc effectivement, il doit être en première ligne. Monsieur le maire a porté le texte sur la loi Pacte, voilà, il a fait le job. Monsieur Macron, ministre en son temps, a fait le job pour défendre la loi Macron, dont on voit les effets négatifs aujourd'hui. Monsieur Castaner doit être effectivement en première ligne pour défendre ce texte, qui pose de sacrées questions, effectivement, en termes de liberté. Les malaises se sont exprimés chez les députés En Marche, le Conseil de l'Europe s'est exprimé, l'ONU s'est exprimé, les avocats, les magistrats. Il y a vraiment de fortes inquiétudes. Particulièrement exprimé sur l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense. Selon vous, en quoi ce texte comporte un risque d'arbitraire ? Parce que remettre au préfet la capacité d'interdire de manifester telle ou telle personne, masquer son visage, si on masque son visage parce qu'on veut se protéger des gaz lacrymogènes qui sont en circulation dans l'air, comment on interprète ça? C'est une dissimulation du visage? Qu'est-ce que ça peut devenir avec cette loi? Mais Éric Bocquet, qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là, quand on est chargé du maintien de l'ordre? Qu'est-ce qu'on fait face à l'ultra-violence dont on a tous été témoins lors des manifestations des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'on fait? L'ultra-violence est le fait d'une ultra-minorité. J'ai participé dans ma vie. Une fois que c'est dit, il faut néanmoins la combattre. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien donner les moyens aux forces de l'ordre pour la combattre. Je pense qu'on est capable d'anticiper dans les manifestations auxquelles j'ai pu assister, les Black Blocs par exemple, qui sont des gens habillés en noir, portant des sacs à dos, eux sont masqués ou casqués. Ces gens-là ne viennent pas revendiquer un meilleur salaire ou défendre la sécurité sociale ou les SNCF. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de neutraliser à un moment donné, un groupe de 40 ou 50 personnes dans une manifestation qui compte 10 000 ou 20 000 participants. Là, je me pose vraiment la question. Quand on voit des gens casser des vitrines et qu'on laisse agir pour démolir, pour détruire ou attaquer des personnes, je me pose des questions. Est-ce que vraiment on fait tout ce qu'il faut pour neutraliser les gens qu'on peut facilement identifier, localiser? Pensez à quelqu'un en particulier? Vous accusez Christophe Castaner? Non, je n'accuse personne, je me pose des questions, je m'interroge. Comment ne peut-on pas neutraliser une infime minorité comme celle-là? Merci beaucoup Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, d'avoir été notre invité ce matin. On va regarder ce qui se passe du côté de l'agenda au Sénat, Saveria. On en a parlé tout à l'heure en titre à 14h en salle Clémenceau. Rendez-vous important, les rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Sur le thème l'apprentissage, les nouveaux enjeux de la formation. En présence, sous le haut patronage du président du Sénat, Gérard Larcher, à 14h30 en séance, un débat sur la précarité énergétique des ménages, un sujet majeur en ce moment, demandé justement par le groupe communiste. Et puis à 17h, autre débat, un débat préalable au Conseil européen la semaine prochaine, en commission des affaires européennes, en présence de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Ce conseil aura lieu jeudi prochain, un conseil très tendu, bien sûr, alors que l'accord sur le Brexit a de nouveau donc été rejeté, on en a parlé, par les parlementaires britanniques. Merci Saveria pour cette troisième partie d'émission, les actualités parlementaires et politiques. Merci beaucoup monsieur le sénateur d'avoir été notre invité. On se retrouve demain, nous, et puis nous on regarde la météo des territoires ensemble, le temps qu'il fait en France et également dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes, c'est important. Puis le Zap Matin de Christophe Combarios qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et celui d'Orly bientôt privatisé. En vendant ses parts dans Aéroport de Paris, l'État pourrait empocher
plus de 8 milliards d'euros. On vend des bijoux de famille avec une vision court-termiste, uniquement basée sur des questions financières qui visent à masquer le déficit public de la France. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la propriété totale de l'infrastructure revienne à intervalles réguliers à l'État. Une aberration sur le plan économique parce que c'est une entreprise florissante qui se développe, qui rapporte des dividendes dont le cours de l'action est en croissance constante. Le déficit s'est aggravé, les Français vivent moins bien et donc pour trouver un peu d'oseille fraîche, on vend tout ce qu'on peut vendre. C'est une faute stratégique, c'est une faute budgétaire et ce n'est pas bon pour les deniers de l'État. Visiblement plus de nuisances sonores à l'Assemblée nationale qu'à Roissy-Charles de Gaulle et Orly réunis. ADP, moi je le qualifierais plutôt de arnaque du président. Quand on voit les chiffres factuellement tels qu'ils sont aujourd'hui présentés par l'entreprise, personne n'y a gagné à part les amis du président Macron. On nous dit on a tenu compte de l'expérience des privatisations des autoroutes. Si on avait tenu compte de l'expérience, on aurait renationalisé depuis longtemps. On demande à l'État de récupérer les dividendes sur ADP, là où il faudrait au contraire investir pour développer cette entreprise qui peut devenir la première entreprise aéroportuaire mondiale. Donc on a besoin justement de capitaux privés et pas d'un actionnaire qui va prendre des dividendes tout de suite. Privatisons les activités commerciales. Les parkings, les hôtels, les boutiques de luxe. Alors si certains estiment que c'est le rôle de l'État de gérer des boutiques, des commerces et des hôtels de luxe, tant mieux. On vient nous dire que c'est pour pas gérer les duty-free. Bon, d'abord ça rapporte quand même, hein. Mais même, admettons qu'ils veulent dire que c'est pas le rôle de l'État. Filialisons cette partie-là, mais gardons la gestion de la frontière que représente Aéroport de Paris. Vous m'accorderez le fait qu'il vaut mieux vendre une entreprise quand elle va bien, parce qu'on la vend mieux que quand elle va mal. Et surtout, on fait le pari qu'il faut investir sur des structures plus deep tech, de l'innovation plus deep tech qui a du mal à être financée. Vous retrouverez dans cet article très détaillé du ministre de l'économie toutes les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est très important que cet argent serve à financer l'hyper-innovation, à financer l'innovation qui aujourd'hui n'arrive pas à être financée en France. Un sentiment de gaspillage immense parce que c'est du pillage de biens publics, c'est une très mauvaise affaire financière pour l'État, c'est incompréhensible. Voilà, merci de nous avoir suivis. Demain, l'invité politique en direct sur ce plateau de Territoire d'Info, c'est Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain. Bonne journée à tous. Au revoir.